La dette devrait augmenter à plus de 21 milliards. La question est simple, qui va payer? La première. Parfois, cela m'empêche déjà de m'endormir. Aujourd'hui, on sait que la communauté française ne va pas bien. L'urgence est là. Les clés. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un épisode où on va creuser une question qui intéressera sans doute tous les Belges francophones. La Fédération Wallonie-Bruxelles va-t-elle devoir faire un grand plan d'économie et si oui, quelles économies, dans quel secteur? Un comité de 9 experts mandaté par le gouvernement de la Fédération vient de remettre un rapport qui qualifie l'ampleur du dérapage budgétaire et suggère des pistes d'action possibles pour redresser la barre. Des pistes qui font déjà grincer des dents puisqu'elles parlent d'économie dans l'enseignement, dans la culture, dans l'accueil de la petite enfance, dans les médias, la RTBF. Alors face au vif débat qui se profile déjà, on va prendre nous le temps de bien comprendre ce que dit ce rapport et on a 27 minutes pour y voir clair. La première. Les clés. La Fédération Wallonie-Bruxelles. Fédération Wallonie-Bruxelles. Fédération Wallonie-Bruxelles. Fédération Wallonie-Bruxelles. Fédération Wallonie-Bruxelles. Et si on commençait d'abord par rappeler un peu ce qu'est cette fameuse Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour faire simple, c'est le niveau de pouvoir qui unit les francophones de Bruxelles et de Wallonie. À l'origine d'ailleurs, on parle plutôt de la communauté française. C'est toujours comme cela que ça s'appelle dans notre constitution, parce qu'elle rassemble ceux qui ont en commun de parler français, de partager une culture francophone. C'est pour cela que cette communauté française s'occupe d'enseignement. C'est le plus gros morceau de ses compétences. Qu'elle s'occupe aussi de culture, des médias, notamment la RTBF, médias de service public, ou encore de l'aide à la jeunesse et de l'accueil de la petite enfance. Des compétences qui sont au cœur de nos vies et de la construction du socle commun de notre vivre ensemble. Le souci de cette communauté française, qui a changé de nom en 2011 pour s'appeler désormais Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est qu'elle a beaucoup de dépenses, mais peu de prise sur ses recettes. En effet, l'argent dont dispose la Fédération provient en très grande partie du fédéral, sur base des recettes de la TVA et de l'impôt des personnes physiques. Les montants sont définis par une clé bien précise qui a été négociée au fil des réformes de l'État successives. Bref, la Fédération ne peut pas vraiment moduler ses recettes. Par contre, elle a des dépenses qui augmentent et qui, ces dernières années, ont augmenté beaucoup plus vite que les recettes. Résultat, un décalage de plus en plus important. En 2024, tenez-vous bien, la Fédération avait dans la colonne recettes 13 milliards d'euros et dans la colonne dépenses 14,5 milliards, ce qui veut dire un trou d'1,5 milliard, 11% de déficit, c'est véritablement énorme. Et avec des déficits qui s'accumulent d'année en année, cela veut dire une dette qui se creuse au fil du temps et donc des charges d'intérêt de plus en plus importantes. Charges d'intérêt qui viennent à leur tour creuser les déficits et obligent à s'endetter encore davantage l'année suivante et payer encore plus d'intérêts qui vont encore augmenter le trou dans le budget, obligeant à s'endetter pour compenser, ce qui génère encore plus d'intérêts à payer et vient agrandir le trou du budget. Il faut s'endetter encore plus et payer dès lors encore plus d'intérêts, ce qui pèse encore plus dans le budget, agrandit encore le trou, obligeant à s'endetter pour compenser, ce qui génère encore plus d'intérêts à payer et agrandit le trou du budget, il faut encore plus et dès lors encore plus d'intérêts. Je pense que vous avez compris l'idée. Le risque, c'est un effet boule de neige où les finances de la Fédération deviendraient incontrôlables, raison pour laquelle, il y a quelques mois, la ministre-présidente de la Fédération, Elisabeth de Gries, a estimé qu'il fallait se saisir sérieusement du problème et ne pas faire seulement quelques ajustements à la marge. C'est pour ça qu'on s'est donné 6 mois pour prendre les bonnes décisions, soutenu par le comité d'experts qui nous a remis un rapport, rempli de recommandations et d'idées, et soutenu par des groupes de travail que nous avons mis en place pour réfléchir justement de manière sereine pour prendre les bonnes décisions maintenant. Alors, les experts désignés pour réfléchir, ils étaient 9, ils viennent tout juste de déposer leur rapport et on va prendre le temps à présent d'explorer son contenu.
Et avec nous pour cela, on a 2 invités dans les clés, 2 expertes qui ont participé à ce travail. Bonjour Magali Verdonck. Bonjour. Vous êtes chercheuse au DULBEA, à l'ULB, spécialiste du fédéralisme fiscal. Donc on est bien au cœur du sujet ici. Avec nous également Marie Goransson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, professeur en management public à l'ULB. Et vous avez donc aussi écrit des parties de ce rapport d'une 40aine de pages qu'on va prendre le temps d'explorer ensemble. Évidemment, on ne va pas pouvoir aller au bout du rapport et on recommande à tous ceux que ça intéresse d'aller le lire, ne serait-ce que le résumé au début, qui est déjà une bonne idée de ce qu'il contient. Magali Verdonck, d'abord, sur le constat qu'on vient d'expliquer ici en quelques mots, cet effet boule de neige qu'on a essayé d'expliquer à partir du moment où une entité comme la Fédération doit s'endetter de plus en plus au fil des ans parce qu'elle ne parvient pas à équilibrer ses comptes. Ce risque d'un emballement et d'une situation qui pourrait devenir incontrôlable, c'est un risque réel ? Il est réel. Et c'est un constat assez mécanique en fait. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans. Ça découle simplement, il y a un déficit d'autant. S'il y a un déficit, on ne peut pas rembourser ses dettes existantes. On doit se réendetter pour les rembourser. Les taux d'intérêt augmentent. Et donc mécaniquement, on peut facilement calculer à partir de tel point, il y a emballement. Et risque que les coûts en intérêt coûtent plus cher que les efforts qu'on pourrait faire pour stopper cette spirale. Et quand vous dites à partir d'un point, ce point, il est proche, aujourd'hui, il est déjà atteint. Il est atteint. Donc si on ne fait pas quelque chose urgemment, c'est un peu ce que vous dites d'ailleurs dès l'entrée en matière de ce rapport, s'il n'y a pas des mesures qui sont prises de manière urgente, on risque alors vraiment cet emballement et le fait à un moment donné à la fois de devoir payer de plus en plus d'intérêts et puis aussi on imagine des créanciers qui se méfiant vont demander des taux d'intérêt plus importants aussi et c'est ça qui va accélérer le problème. Donc non seulement on a pointé que c'était urgent, mais que l'effort que le gouvernement de la Fédération avait imaginé n'était pas suffisant, qu'il fallait aller encore plus loin. Puisqu'on sait qu'il y a déjà des efforts qui étaient un peu inscrits à la fois dans la déclaration de gouvernement, dans le premier budget ici pour 2025, mais ça c'était largement insuffisant. Alors ça, il le savait déjà, mais même l'objectif à l'horizon 2029 ne sera pas suffisant pour éviter l'emballement. Alors, l'enjeu aussi, c'est de voir comment la Fédération peut agir face à ce constat que vous faites en tant qu'économiste. Et là, on a pointé quand même une spécificité de cette Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est qu'elle n'a pas de levier fiscal. Ça veut dire qu'elle ne peut pas décider tout d'un coup de lever un impôt de crise, par exemple, pendant quelques années pour pouvoir essayer de résoudre le problème. Ça veut dire qu'elle doit absolument plutôt réduire ses dépenses ? Peut-être augmenter un peu les peu de recettes sur lesquelles elle a la main, mais surtout réduire les dépenses. Et ça, c'était l'exercice qui nous était demandé, c'était de réfléchir dans le périmètre de la fédération. Ça n'empêche pas, mais ce n'était pas la question qu'on nous a posée, de réfléchir à des mécanismes qui augmentent ces recettes par ailleurs, des dotations de la région wallonne ou de la région bruxelloise ou la COCOF, pour compenser le fait qu'effectivement, le mécanisme de financement dont la fédération a hérité fait que ces recettes augmente moins vite par rapport à toutes les autres entités. Ces dépenses, non, évidemment, puisque c'est surtout des charges salariales. Donc, ça augmente avec l'inflation, la croissance, l'ancienneté du personnel. Et donc, ça ne tient pas. Et en Flandre non plus, la communauté flamande non plus. Si elle était isolée, on verrait qu'elle est aussi en déficit. Donc, une piste pourrait venir de l'extérieur. Mais donc ça, ce n'était pas notre périmètre, mais il ne faut pas oublier qu'elle existe. C'est important, hein, je me permets de m'arrêter là-dessus 2 secondes. Ce que vous dites là, c'est là on réfléchit plutôt dans le rapport tel qu'il a été conçu, dans une logique où on garderait la même clé de financement telle qu'elle a été négociée au fil des réformes de l'État successives. On pourrait toujours se dire, à un moment donné, qu'on remet les choses sur la table et qu'on finance différemment cette fédération Wallonie-Bruxelles, soit au départ des régions, soit peut-être même, pourquoi pas, hypothétiquement, au départ du fédéral. Mais là, vous avez plutôt réfléchi en disant, si on ne change pas la façon dont les recettes arrivent dans les caisses, alors voilà ce qu'on pourrait imaginer faire. Et l'option d'aller chercher l'argent ailleurs n'est pas folle. Hein. Elle a été utilisée en 1993, en 2001. Mais donc, dans le périmètre, effectivement, de toute façon, c'est intéressant parce que c'est difficile d'aller demander aux autres de faire des efforts pour financer la fédération sans montrer qu'on a fait déjà le maximum. Parce que les autres niveaux de pouvoir sont quand même aussi en difficulté budgétaire pour le moment, c'est important de le rappeler. Voilà. Et donc, effectivement, c'était surtout des mesures de réduction de dépenses qu'on a examinées. Et de manière assez logique, on regarde d'abord les plus gros postes et c'est pour ça qu'on a beaucoup entendu qu'on reprenait les points concernant l'enseignement. Mais vraiment, tout le monde est passé au crible. On a vérifié tous les postes en détail, même ceux qui sont manifestement déjà dans des gros efforts. Même là, on est allé dire il y aurait encore moyen de faire un peu plus d'efforts. Donc on n'a épargné personne.
Dans ce rapport. Alors justement, c'est peut-être important d'expliquer quel était le mandat qui vous était confié, Marie Goransson. On vous a demandé quoi en tant qu'expert? On vous a dit, dites-nous quelles économies on doit faire, dites-nous à quel point la situation est grave. Quelle était la question qui vous était posée? Donc, dans un premier temps, c'était d'abord d'objectiver la situation. Et donc, c'était effectivement, comme Magali Verdonck vient de l'expliquer, de dire exactement où on en est dans nos recettes, où on en est dans les dépenses, quelles sont les projections, comment est-ce qu'on peut anticiper qu'à un moment donné, les charges d'intérêt vont vraiment devenir beaucoup trop importantes par rapport au budget total, comment est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir faire face à des dépenses qui s'emballeront. Donc, on était vraiment dans une réflexion d'abord d'objectivation et ça a été quand même ça le gros du travail. Ensuite, une fois que ce travail a été effectué, on a passé en revue les différentes matières. Et il faut savoir qu'autour de la table, il y avait des économistes et il y avait aussi des experts matières qui venaient présenter aussi le fruit de certaines recherches. Mais la discussion de départ était toujours budgétaire. Donc, on ne s'est pas dit, voilà ce qu'il faut faire, mais regardons qu'est-ce qui coûte, qu'est-ce qui prend une part importante des dépenses, et à partir de là, on a réfléchi. Ce qui n'est pas vraiment la même chose que de se dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'enseignement, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut imaginer faire pour réduire les moyens tout en affectant pas trop les politiques qui sont menées? On pourrait le résumer comme ça ? Exactement, parce qu'autour de la table, nous avions à cœur tous de préserver un maximum les missions de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que tous jugent totalement essentielles. Donc c'était vraiment un message important de dire comment est-ce qu'on peut... Alors, quand on dit recommandation, c'était pas vraiment ça le mandat, c'était plutôt de voir, tiens, si on doit parler budget, si on doit parler finances, quels sont les leviers qui peuvent être activés. Et nous avons eu l'occasion de discuter de cela sans non plus approfondir de façon très développée les choses. On a pu, à travers nos expertises croisées, élaborer une série de pistes et discuter de ces pistes et de la faisabilité de celles-ci. Avec des experts et des expertes au profil assez différents. Il y a eu un consensus, Magali Verdonck, sur les pistes que vous suggériez, ou bien tout le monde n'était pas d'accord sur tout, parce qu'on sait qu'on a des profils d'économistes que certains diraient plus à droite, d'autres plus à gauche. Quelle était la nature des discussions entre vous pour ce rapport? Alors, il y avait unanimité sur le constat qu'il y avait urgence. Après, sur les mesures imaginées, qui à chaque fois demandent plus d'analyse, on s'est vu cette réunion... on n'a pas pu tout calculer. Et donc, celle où on trouvait que ça méritait de creuser plus loin, on a gardé que celle où il y avait un large consensus. Tout le monde n'était pas toujours d'accord sur tout, mais toutes celles que vous avez laissées dans le rapport, il y avait quand même une grande majorité des experts présents qui trouvaient que c'était des pistes à envisager, ou envisageables en tout cas. Alors, parfois, on se dit oui, techniquement ça marche, mais... ça nous paraît tellement difficile à faire accepter par la population que ce n'est pas la peine de creuser. Ou parfois, simplement, on ne pouvait pas dire « je suis pour ou contre » parce que c'est technique. Et j'ai la modestie de dire que sur ce sujet-là, je ne m'exprime pas. D'où, parfois, on n'est pas à l'aise de dire unanimité. Alors, on va parler justement maintenant un peu dans le détail de certaines des pistes qui sont suggérées comme possibilités dans ce rapport. Un petit mot quand même d'abord sur les ordres de grandeur. Quand on dit que l'enseignement, c'est le gros morceau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça veut dire quoi concrètement, Magali Verdonck? Ça représente quoi dans le budget, l'enseignement? Donc, tout l'enseignement, c'est 70% du budget. Et là-dedans, l'enseignement obligatoire, c'est 54% du budget total. C'est évidemment le très gros poste, voilà. 70%, et seulement 54% pour juste l'enseignement obligatoire. Marie Goransson, justement, sur l'enseignement, alors, qu'est-ce que vous identifiez en tant qu'expert et experte comme piste d'action possible, avec ce défi qu'on a rappelé, l'idée de ne pas trop entraver les politiques qu'on veut mener, mais d'essayer de dépenser moins d'argent? Il y a eu un consensus et même au-delà, vraiment un accord global sur l'ensemble des experts pour dire qu'il y a une priorité, c'est le fait de continuer sur certaines mesures du pacte pour un enseignement d'excellence qui sont porteuses d'économie. Voilà, Magali a dit tout à l'heure, il y avait parfois, on n'était pas d'accord absolument sur tout, mais
sur la priorité et la priorisation de certaines choses, il y avait un large consensus. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu d'autres mesures à travers les médias concernant l'enseignement, mais la première des choses que nous avons envisagées et qu'on s'est dit, il faut continuer le travail, c'est sur l'allongement du tronc commun. Et on sait aujourd'hui que politiquement, il y a en tout cas une volonté de suspendre certaines choses. Donc ça a été redit noir sur blanc. En fait, l'allongement du tronc commun a évidemment une portée d'équité, mais au-delà, ça a aussi une portée budgétaire. De même, le pacte fait la part belle à la diminution du taux de redoublement, qui est très important en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et là aussi, on a dit, mais non, il faut continuer ces efforts-là, parce que c'est ça qui coûte très cher et il faut pouvoir perdurer dans ces mesures. Et puis, il y a eu d'autres mesures et on pourra y revenir. Oui, ça, c'est quand même important à pointer. Le principal message envoyé, en tout cas le premier message envoyé par tous les experts, c'est il faut pas revenir sur l'allongement du tronc commun notamment et sur des effets qui en découlent, notamment pour l'enseignement qualifiant, parce qu'au-delà de l'objectif pédagogique, je dirais, il y a aussi des moyens qu'on va gagner de toute façon si on suit la feuille de route telle qu'elle a été prévue. Oui, il faut comprendre un peu comment se répartit l'argent de l'enseignement, justement. En fait, il faut comprendre que ce qui coûte le plus dans l'enseignement obligatoire, en termes de financement ou d'investissement par élève, eh bien, c'est un élève qui est dans l'enseignement secondaire et particulièrement dans le qualifiant. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, dans le qualifiant, il y a une grande fragmentation de l'offre des options que les élèves peuvent suivre. Et ce faisant, vous avez beaucoup d'options qui existent et vous avez une majorité d'élèves qui se concentrent dans certaines options et pas du tout dans d'autres. Et donc, vous avez des options où parfois, il y a 2, 3, 4 élèves dans cette option. Et comme en plus, nous avons un système d'enseignement avec différents réseaux, il n'est pas rare d'avoir 2 écoles qui, géographiquement, sont assez proches, appartiennent à 2 réseaux différents et ont toutes les 2 une option qui est ouverte, qui est la même et qui est ouverte pour 3 élèves. Et donc là, et le pacte l'avait déjà largement mis en évidence, d'ailleurs dans le pacte, il y a tout un volet sur le qualifiant, parce que ce n'est pas juste une rationalisation des options qu'il faut faire. Le problème du qualifiant, il va bien au-delà, mais en tout cas, il y a cette idée qu'il y a une dispersion beaucoup trop importante des élèves dans les différentes options. Et ça évidemment, ça coûte très très cher. Si vous payez des enseignants, si vous organisez une administration autour d'élèves, qui finalement sont à 3 dans certaines options. Et donc c'est toute une réflexion aussi qu'il y a sur l'équité des professeurs face à leur classe. Vous avez beaucoup d'enseignants qui sont face à 25 élèves et effectivement, quand on dit « Ah, on va augmenter le nombre d'élèves par classe », mais ça fait très peur évidemment parce que c'est déjà difficile à ce moment-là. Mais quand vous savez que dans le même temps, il y a des enfants ou des élèves qui sont dans une réalité tout autre et qu'ils sont moins de 10 par classe, mais ça change vraiment la donne et c'est une des choses qui est pointée dans le rapport que nous présentons. Magali Verdonck, ça c'est un point important de piste d'économie possible si on parle d'enjeux financiers, cette rationalisation, si on peut le dire comme ça, en tout cas repenser la façon dont on organise notamment l'enseignement qualifiant. Je disais aussi repenser peut-être des collaborations renforcées entre différentes écoles, entre différents réseaux d'enseignement, parce que je sais qu'aujourd'hui aussi dans notre système scolaire, on a beaucoup de chapelles, si je puis dire, qui ne collaborent pas toujours ensemble. Ça, c'est des pistes d'économie importantes. Tout à fait. Et on n'a pas pu les chiffrer parce que ça demande encore pas mal d'analyse. Mais par exemple, il y a des infrastructures sportives, techniques qui pourraient être partagées. Et là, je trouvais un des gros avantages de notre travail, Marie l'a évoqué, c'était par exemple de proposer des fusions ou des arrangements entre réseaux. C'est assez innovant et je pense que les experts sont plus à l'aise de lever des tabous comme cela que peut-être le politique. Et donc, on a un peu ouvert la voie à des discussions qui jusqu'ici étaient un peu timides. Pour le dire de manière cash, les réseaux, les différents réseaux d'enseignement et la façon dont c'est organisé en Belgique, c'est quelque chose qui coûte de l'argent en Fédération Wallonie-Bruxelles? Dans les zones moins peuplées, oui. Dans les grandes villes, non. Oui, c'est important à préciser, Marie Goransson. Oui, je pense aussi qu'on n'a pas du tout envie de réouvrir une guerre scolaire ici. C'était pas le point. Et d'ailleurs, c'était aussi un des éléments que ne voulait pas ouvrir le pacte pour un enseignement d'excellence. Mais réfléchir sur ce qu'on a appelé des bassins, donc des façons d'organiser l'enseignement par bassin, par zone géographique, pour pouvoir ouvrir ces discussions. Donc il n'est pas question ici de remettre en cause les réseaux, mais de dire simplement
en fait, on peut dialoguer et ça peut être porteur d'économies pour différents établissements. C'est ça qui est mis sur la table, mais ça existe et c'est déjà en réflexion depuis une série d'années. Il y a une mesure qui a fait particulièrement polémique dès qu'elle a été annoncée la semaine dernière parmi les pistes envisagées. On rappelle bien que ce sont des pistes envisagées, ce n'est pas une feuille de route que doit suivre maintenant le politique. Ce serait l'idée qu'on puisse augmenter le nombre d'heures données devant des classes par les enseignants du cycle supérieur en secondaire pour les aligner en gros sur les enseignants du cycle inférieur. Marie Goranson, pourquoi cette idée dans le rapport ? En fait, ce qui a été mis sur la table, c'est simplement une différence entre les enseignants qui enseignent dans les années supérieures et qui donnent 2 heures de moins que les enseignants qui travaillent, par exemple, dans le secondaire inférieur. Et donc, il y a cette question de se dire, est-ce que, par exemple, on n'augmenterait pas le nombre d'heures de 2 heures, donc les charges horaires des professeurs qui sont dans le secondaire supérieur. Mais on n'a pas dit, c'est une idée géniale, voilà, c'est pas cela qu'on a dit. On a dit, si on compare par rapport à d'autres pays, on voit que la charge horaire est plutôt dans les tranches basses en ce qui nous concerne, et on constate aussi qu'il y a cette inéquité qui existe entre un prof du français du secondaire inférieur et un prof de français du secondaire supérieur. Et on dit, qu'est-ce que l'on veut faire comme choix ? Est-ce que l'on veut continuer là-dedans ou est-ce qu'on ne veut pas ? L'autre question qui a été mise sur la table, c'est pour certains professeurs qui ont moins de charges, par exemple de charges de correction, c'est le cas des professeurs de gymnastique, de dire, tiens, est-ce que là, le fait qu'ils ont un nombre d'heures équivalent à d'autres professeurs qui, eux, ont des charges de correction, eh bien, est-ce que ce n'est pas une piste à creuser ? Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il y a un parallèle entre le pacte pour un enseignement d'excellence qui a visé à améliorer l'équité entre les élèves, entre les enfants. Et dans les mesures qui sont proposées, encore une fois, où il y a une priorisation et la charge horaire, c'était pas la priorité, c'était une des pistes. Mais c'était de dire aussi, est-ce que de mettre un peu plus d'équité aussi entre les professeurs, est-ce que ce ne serait pas une piste ? Alors il y a aussi un autre enjeu dont on a pas mal parlé ces derniers jours depuis que le rapport a fuité, c'est le fait que la formation initiale des enseignants, qui doit normalement être remise sur la table pour allonger les études, revaloriser du coup, comme les études seront plus longues, les enseignants. C'est un des enjeux importants dont on a beaucoup discuté ces dernières années. Vous dites dans le rapport que en gros, on n'a pas prévu vraiment le financement, que ça va coûter beaucoup plus cher aux finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les prochaines années. Et vous dites que ça, on l'a pour le coup pas vraiment prévu dans les calculs budgétaires jusqu'ici ? Oui, parce qu'en fait, nous, on a travaillé sur des scénarios constants, donc avec les dépenses existantes et les revenus existants. Et les dépenses que vont générer la RFIE, en fait, au départ, étaient hors scope. Et c'est vrai qu'avec les experts, certains d'entre eux ont pointé, mais attention, là, on ne parle même pas de l'impact que va avoir la RFIE. Et donc, très naturellement, les experts se sont accordés pour dire... En fait, il faut envisager ce problème parce que sinon, tous les efforts que nous sommes en train de faire, ils vont être absorbés par des nouvelles dépenses qu'on n'a pas planifiées. Et donc, nous ne disons pas non plus ici c'est bien ou c'est pas bien ou il faut pas revaloriser. Vous ne dites pas forcément qu'il ne faut pas le faire. Vous dites si on le fait, en tout cas, il faut prévoir le fait que ça va coûter pas mal d'argent. Encore plus d'efforts que ce qui est annoncé. Et quand on dit pas mal d'argent, Magali Verdonck, c'est plusieurs centaines de millions d'euros en plus chaque année, une fois que ce sera à vitesse de croisière. Exactement. Je voulais pointer un avantage aussi de notre démarche, c'est que tout est documenté. Par exemple, on a comparé et si, par exemple, déjà en fédération, le nombre d'heures prestées par les professeurs était le plus élevé par comparaison internationale, bien sûr, on n'aurait pas été dans cette direction-là. Donc, on a à chaque fois objectivé au maximum. Ça veut dire que c'est un document réfutable. Qui a une autre idée ou un autre chiffre, il peut venir avec... Et ça, c'est l'avantage, ce rapport est transparent. Et il me semble que c'est une base saine pour commencer les discussions. Oui, vous le dites bien comme ça, c'est une base de travail qui essaye d'objectiver une série de choses. Après, il reste une vraie marge de choix importante pour le politique qui va devoir prendre ses responsabilités maintenant et voir ce qu'il veut faire. On peut peut-être écouter d'ailleurs ce que disait Elisabeth de Gries à propos du fait que tous les secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles allaient devoir d'une manière ou d'une autre contribuer. On a toujours dit que l'ensemble des compétences devraient contribuer à l'effort. Et donc c'est important pour nous, effectivement, de pouvoir identifier que face à une situation vraiment très compliquée de déficit grandissant, l'ensemble des compétences participent à soutenir l'effort budgétaire.
Rien ne sera fait pour tuer ou pour casser ou pour déconstruire, mais tout sera fait dans une perspective de prévisibilité à moyen et long terme et les secteurs seront informés en temps voulu. Alors pour ceux qui veulent aller découvrir maintenant le contenu de ce rapport, on voit effectivement des pistes aussi qui concernent le secteur de l'accueil de la petite enfance, le secteur de l'aide à la jeunesse, le secteur des médias, avec cette idée aussi parfois, si j'ai bien lu, d'aller mieux cibler certaines aides ou certains tarifs réduits pour les populations qui en ont vraiment besoin, éviter des espèces d'effets d'aubaine peut-être pour d'autres. C'est aussi un moyen d'économiser des finances. Un dernier mot alors, Magali Verdonck, quand on dit qu'il y a urgence à agir, puisque vous avez commencé en disant ça veut dire quoi urgence? Ça veut dire qu'on peut phaser un plan sur 4-5 ans ou bien qu'on doit prendre des mesures un peu radicales dès maintenant parce que sinon ça peut déraper très vite? Il faut urgemment voir clair, entre autres pour convaincre ceux chez qui on va aller s'endetter et qui soient convaincus qu'on sera dans les clous et à temps. Alors on peut phaser et monter en puissance petit à petit, ça je pense que ça va, mais il faut cette vision, il faut cette planification qu'il n'y a pas eu du tout par exemple avec les RFIE, mais qu'il faut maintenant. RFIE c'est la formation initiale des enseignants, mais donc pour vous c'est aussi un message qu'on envoie aux créanciers en disant si on vient frapper à votre porte pour financer notre dette, soyez rassurés, on a une trajectoire qui est plus saine pour la suite. Il y a des méthodes pour le faire qui sont éprouvées au niveau européen et on peut s'appuyer dessus, fonctionner de cette même manière pour convaincre. Marie Goranson, un tout dernier mot. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu utilisé aussi peut-être en tant qu'expert par des politiques qui ont du mal à dire à la population il va falloir faire des efforts et qui espèrent peut-être s'abriter un peu derrière votre travail d'expert? Je pense qu'on peut se réjouir quand même, dans un premier temps, qu'on appelle des experts pour discuter d'une situation et de ne pas laisser la réflexion uniquement au niveau politique. Donc on s'en réjouit aussi et on était heureuse de pouvoir y contribuer. Maintenant, effectivement, la façon dont aujourd'hui c'est présenté, c'est de se dire, est-ce que, regardez, les experts l'ont fait, l'ont dit, donc il faut le faire. C'est absolument pas cela. Je pense que c'est très important de réfléchir de toute façon à l'acceptabilité, à la légitimité des réformes et de savoir qui porte cela. On a travaillé pour le gouvernement en mettant en évidence la nécessité de la réforme. On aurait pu, évidemment, développer encore bien d'autres points de ce rapport qui fait, je vous le disais, une 40aine de pages et qui explore beaucoup de pistes dans tous les différents domaines où la Fédération Wallonie-Bruxelles est active. On aurait pu développer d'ailleurs des points qui ne vont sans doute pas faire plaisir au gouvernement actuel de la Fédération. L'idée qu'il faudrait revoir le fonctionnement des cabinets ministériels, revoir notamment les modalités de détachement des agents dans ces cabinets. L'idée aussi que mettre fin à la nomination des enseignants est une mesure qui va plus coûter de l'argent que permettre d'en économiser dans les années qui viennent. Voilà, tout cela, ça se trouve dans ce rapport et je vous conseille, en tant que citoyen et citoyenne, d'aller le lire pour voir ce qui est détaillé, suggéré et pouvoir ensuite analyser, réagir aux mesures politiques qui seront prises puisque c'est bien le politique qui maintenant doit se saisir de cette situation budgétaire délicate et faire des choix. Merci de nous avoir suivis, en tout cas dans cet épisode des Clés. À la réalisation sonore, il y avait Guillaume de Smet, à la préparation, Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Et si vous souhaitez nous écrire pour réagir ou pour suggérer d'autres pistes d'émissions, d'autres pistes de questions à creuser, vous pouvez le faire à l'adresse lesclés@rtbf.be. lesclés@rtbf.be.